Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers doctorants, chères doctorantes, bonjour à toutes et à tous. J'espère tout d'abord que ce message vous trouvera en bonne santé, ainsi que vos proches, et que la crise que nous vivons actuellement ne vous a pas trop affecté. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous au titre du directoire de la coordination territoriale Occitanie-Est pour introduire cet événement important pour nos doctorants, la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. Permettez-moi de rappeler dans un premier temps quelques éléments sur ma thèse en 180 secondes. Vous le savez, c'est un événement international regroupant 10 pays francophones. Il est porté au niveau national depuis 2014 par la conférence des présidents d'universités et le CNRS. Le concours est organisé à l'échelon régional par un regroupement d'universités et la délégation régionale du CNRS. Les finales régionales sélectionnent 2 candidats pour les demi-finales qui, s'ils sont retenus lors de cette phase, représenteront leur région en finale nationale. Enfin, le vainqueur de l'édition nationale est envoyé à la version internationale de ce concours. Depuis 2015, pour l'Occitanie-Est, la finale régionale est organisée par le collège doctoral de la coordination territoriale, celui de l'ICIT Muse de l'Université de Montpellier et la délégation régionale du CNRS. Elle est également soutenue par la région Occitanie, la métropole de Nîmes, la métropole de Montpellier, la GASDEN Banque Populaire et la MGVN. C'est un événement qui est accessible aux doctorants des universités de Montpellier, Paul Valéry, de Nîmes, de Perpignan, de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, de l'École des Mines d'Alès, de Montpellier Supagro et d'AgroParisTech. Ce sont des doctorants issus des 12 écoles doctorales que représente ce périmètre. Je parle d'événement, mais je devrais plutôt parler d'un défi. Celui de faire comprendre à un public profane, en 3 minutes, à l'aide d'une seule diapositive et de manière très convaincante, son projet de recherche. C'est ce défi que nos doctorants se sont lancés et vont nous présenter. C'est également pour eux le moyen de faire valoir leurs travaux, leurs connaissances, leurs compétences et surtout leur savoir-faire en termes de communication auprès du grand public et d'acteurs économiques et sociaux. Cependant, comme nous tous, en cette période si spécifique et unique, ma thèse en 180 secondes a dû s'adapter. Cette finale régionale de l'Occitanie-Est était prévue initialement le 25 mars à Montpellier Supagro à 18h. Elle devait accueillir 380 personnes du grand public, des personnalités académiques, économiques, les collectivités, et nous aurions dû écouter les 20 doctorants sélectionnés lors de la présélection qui s'est déroulée en janvier. Mais les conditions de vie en ont voulu autrement, et aujourd'hui, même si les informations actuelles à notre possession ne nous permettent pas de savoir si la finale nationale sera maintenue, il était néanmoins important pour nous de mener à terme cette finale régionale, d'une part par respect pour l'investissement des doctorants, et d'autre part, pour que notre région soit représentée le cas échéant à l'échelon national. C'est ainsi que 14 candidats issus de diverses disciplines vont nous présenter leurs travaux de recherche sous un format vidéo. Je tiens à les remercier très chaleureusement pour ce travail. Comme nous, ils vivent une période très compliquée, certains ayant été privés de laboratoire depuis près de 2 mois, et 2 mois dans une thèse, ça compte. Malgré cela, ils ont joué le jeu de ma thèse à 180 secondes et relevé le défi dans ce nouveau format. Vraiment, réellement, un grand merci et d'ores et déjà, je les félicite pour le travail remarquable qu'ils ont fourni. Ce sont donc 14 prestations qui vont vous être présentées. Le vainqueur de l'édition 2020 sera désigné par notre jury, que je remercie également. Mais vous, devant vos écrans, vous aurez la possibilité de voter pour la prestation de votre choix et attribuer un prix public à celui ou celle qui vous aura le plus enchanté. L'ensemble des résultats et les prix décernés vous seront communiqués via les divers réseaux sociaux. Encore une fois, un grand merci à l'ensemble des partenaires de cet événement qui soutiennent cet événement depuis plusieurs années. Merci aux membres du jury, merci au public et surtout un grand merci aux doctorants à qui je souhaite bonne chance et une bonne continuation dans leur chemin doctoral. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage, un bon vote et je vous dis à la prochaine en espérant que l'on puisse se revoir en présentiel très rapidement. Merci beaucoup et bon visionnage. Bonjour et bienvenue pour cette 7e édition de la finale régionale Occitanie-Est de ma thèse en 180 secondes, concours organisé au niveau de notre site par le collège doctoral Languedoc-Roussillon et le collège doctoral de l'Université de Montpellier. Un concours qui cette année, épidémie de Covid oblige, s'organise différemment, en distanciel, ce qui a obligé nos 14 candidats, au-delà donc de leur travail de mise en scène, de scénarisation de leur présentation, et bien également de développer des capacités de captation d'images. Ce concours, ma thèse en 180 secondes, présente plusieurs intérêts.
En premier lieu, pour les doctorants, c'est un travail complémentaire de vulgarisation des travaux de recherche qu'ils mènent. C'est également un élément pour faire le lien entre la science et la société et par là même valoriser le travail de doctorat. Enfin, c'est un élément de visibilité de notre site puisque les 2 premiers de ce concours pourront ensuite passer à la phase nationale, donc, où ils seront confrontés aux vainqueurs des autres académies. Alors cette année, 14 candidats vont vous présenter leurs travaux selon la formule consacrée en 180 secondes, avec parfois de l'humour, parfois de la gestuelle. Je vous invite à découvrir cela après mon propos. Une organisation que nous devons également avec des soutiens en premier lieu des collectivités territoriales, mais également le soutien du CNRS, de la CASDEN, de la MGEN, qui sont nos partenaires tout au long de ces années. Alors après ces 14 présentations, il y aura le choix, il y aura différents prix, une remise des prix donc, qui sera elle-même donc, dématérialisée, mais nous espérons pouvoir réunir les candidats et les lauréats en septembre, lorsque, nous l'espérons, la situation sera redevenue un peu plus sereine. Un grand merci donc à toutes celles et tous ceux qui ont joué le jeu de la présentation de leurs travaux pour valoriser ce qui se fait de plus beau dans nos universités. À vous toutes et à vous tous également qui contribuez, je souhaite le meilleur pour l'achèvement de votre doctorat, si ce n'est pas encore fait, le meilleur ensuite donc pour votre carrière professionnelle future. Parler environnement, c'est plus trop le sujet du moment. Pourtant, j'ai choisi de vous parler de boue, mais pas n'importe lesquelles. J'imagine que vous pensez à la gadoue dans laquelle on patauge quand il a un petit peu trop plu. Vous devriez tout de suite oublier cette image, parce que les boues qui m'intéressent se trouvent être un petit peu plus sales. Oui, j'étudie les matières fécales. Mon travail, c'est l'enjeu de la valorisation de cette matière première en agriculture. Vous savez, votre matière solide, c'est comme le fumier. On l'utilise pour nourrir les sols parce que c'est un très bon apport en matière organique. D'autant plus qu'efficace et pas cher, c'est les boues qu'on préfère. Le problème, c'est qu'il y en a des choses dans ces boues. Il y a des contaminants organiques. Vous voulez des exemples? Et vous avez complètement raison, parce que ces contaminants, ce sont les médicaments. Et la difficulté, c'est de les regarder. Pourtant, j'y arrive, et je les traque à chaque étape de leur périple pour mieux comprendre leur devenir des boues jusque dans les sols. La question c'est, êtes-vous au courant de leur présence dans les boues? Tout commence quand vous allez aux toilettes pour vous libérer de tout ce que vous avez ingurgité. Non seulement vous lâchez tout, mais tout n'est pas perdu. En effet, les médicaments ne cherchent pas à comprendre. Sitôt rentrés, sitôt ressortis. Et les stations de traitement juste après sont juste capables de séparer le liquide du solide et sont donc incapables de tuer 100% des médicaments. Alors ces derniers se regroupent pour se concentrer dans cette matière solide, les boues, pour y persister. L'idée, c'est que si les médicaments aiment tant vos excréments, ils peuvent en être tout autant dégoûtés. Ils peuvent ainsi décider de partir conquérir de nouvelles terres. Dans cette histoire, je compte lesquels de ces médicaments sont confortablement installés dans cet univers fécal. Puis, je me prends pour Dame Nature et je leur simule la pluie et le beau temps. Tout ça pourquoi? Pour voir lesquels vont préférer s'accumuler là où on les a déposés
et lesquels vont préférer partir patauger ou courir dans les champs, parce que c'est pas si mal finalement. Cependant, il y en a certains qui vont un petit peu plus loin et qui décident à s'engouffrer dans les profondeurs des sols pour y persister encore. Bon. Parler environnement, ça va un moment, surtout que maintenant, vous savez que les médicaments, c'est persistant. Par contre, de mon côté, je n'arrêterai pas ma traque tant que je ne connaîtrai pas leur destination finale, parce que pour vous, je les suivrai jusqu'au bout. Sous vos pieds, un énorme réseau de grottes inconnues. Et dans ses coins les plus obscurs se trouve un trésor. De l'or bleu, de l'eau douce, des quantités énormes et suffisantes pour répondre aux besoins mondiaux et mettre fin à la crise d'eau. Actuelle dans certains pays, mais certainement à venir sur notre territoire si on ne se mobilise pas. Ne réfléchissez plus, allons-y à la chasse de ce trésor. Mais pas tout de suite, parce que j'ai pas de carte. Je n'ai aucune information sur la structure du réseau souterrain, et encore moins sur les points où se trouve cette eau si précieuse. Là, vous dites que je vous ai fait des faux espoirs. Et non, écoutez ça. Mes collègues avaient déjà envoyé des robots pour explorer et cartographier ces grottes. C'est vrai que leur mission avait échoué, mais c'était la cause d'un progrès actuel. En effet, une fois que les robots n'avaient plus de batterie dans leurs torches, ils se cognaient partout dans les grottes. C'était la misère. Et donc, pour éviter ces accidents, ils ont décidé d'intégrer l'approche de la vision par ultrasons. Et c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est de fournir à ces robots un équipement qui assure leur sécurité et qui cartographie le milieu en utilisant les ondes ultrasonores. Cet équipement est basé sur un ensemble de capteurs acoustiques autour de robots. Chacun de ces capteurs est comme une fée. Elle appelle « Oh ouais !» Puis elle écoute. Et c'est grâce aux échos qui se produisent dans les milieux, ces fées arrivent à visualiser et comprendre ce qui leur entoure. Elle transmet ces informations au robot qui prendra la décision convenable. Maintenant, imaginons une dizaine de fées ou plus qui appellent en même temps et que la voix de certaines domine sur la voix des autres. Leurs échos vont se confondre, même se perdre, et les fées vont reconstruire des images floues et par suite nous fournir des mauvaises cartes, mais aussi mettre le robot en danger. Ma mission est donc d'organiser le positionnement de mes fées autour du robot, leur attribuer un ordre d'intervention, de préciser à chacune d'elles si elle utilise en voix grave ou en voix aiguë, si elle appelle fort ou en chuchotant, si elles font des appels longs ou courtes. Tout un ensemble de paramètres que je dois l'adapter pour ressortir la configuration la plus performante qui assure la sécurité du robot et la cartographie du milieu. D'ici la fin de ma thèse, je vous promets de vous fournir des cartes du monde souterrain et on ira tous à la chasse au trésor! Les secrets, ceux que l'on veut garder pour soi, et parfois même peu avouables. Eh bien, quand j'étais enfant, j'en avais plein. Et comme beaucoup d'entre vous, je les écrivais dans un journal intime que je cachais scrupuleusement dans ma chambre. Et moi, assez naïvement, je pensais que jamais personne ne pourrait le trouver. Mais c'était sans compter sur les talents d'enquêtrice de ma petite sœur qui, évidemment, trouva le journal et découvrit que quand j'avais 3 ans et qu'elle était encore un bébé, je voulais la donner à une autre famille. Je vous laisse imaginer sa réaction. Cette histoire vous semble peut-être anodine, mais je vais vous en expliquer le lien étroit avec mon sujet de thèse. Internet. Notre monde immense, virtuel, où chacun
à son empreinte, via les sites, les réseaux sociaux, ou encore les plateformes de stockage en ligne. Difficile d'y garder un secret, non? Prenons l'exemple de Facebook, notre journal virtuel. Nos données personnelles y circulent abondamment, à la portée de tous. Il ne s'agit pas de s'y protéger d'une éventuelle petite sœur, mais de protéger nos données personnelles du reste du monde. Et si de nombreux outils en informatique ont été développés pour sécuriser les textes, qu'en est-il des milliers d'images numériques partagées chaque jour sur les réseaux? Nous connaissons tous quelqu'un dans notre entourage dont l'identité a été usurpée, ou pire encore, dont les photographies ont été trouvées, puis divulguées sans autorisation. Mon travail consiste à pallier ce problème en développant des outils informatiques efficaces pour sécuriser les images numériques. Nous savons tous qu'un compte sur un réseau social peut être aisément attaqué, même s'il est protégé par un mot de passe. Sécuriser le compte seulement n'est donc pas une solution viable. Dans mes travaux de recherche, en développant des algorithmes de cryptage assurant leur confidentialité visuelle, je permets aux images de se défendre par elles-mêmes. Et comme sur les chaînes cryptées, elles gardent tous leurs secrets face aux non-abonnés, mais ne se dévoilent qu'à la personne autorisée. Mais aider ces images n'est pas simple. Je dois prendre en compte les spécificités de chacune d'entre elles, sans en augmenter la taille, pour ne pas surcharger les réseaux. Grâce à mon expertise, je transforme donc vos images numériques en un amas de pixels aléatoires pendant la transmission et le stockage, mais sans en altérer la qualité pour vous. Ainsi, mesdames et messieurs, j'assure un échange sécurisé de vos images numériques en temps réel et sans les dégrader. Je ne peux pas vous aider à choisir les personnes à qui faire confiance, mais je m'occupe d'armer vos images contre les autres. Mais aussi et surtout votre façon de le penser. Vous n'avez rien compris? C'est normal, c'est ma phrase de conclusion. Sorti de son contexte et détaché de son histoire, le résultat n'a plus aucun sens. Pourtant, quand il s'agit de nos façons de penser, nous ne cherchons pas à comprendre dans quelles conditions elles sont apparues. Nous ne lisons toujours que la fin de l'histoire. En tant que philosophe des sciences, je m'applique à retrouver ces conditions perdues. Je reconstitue en quelque sorte l'arbre généalogique de notre pensée. Plus particulièrement, je m'intéresse au concept de milieu, pris au sens d'une interaction entre un être vivant et ce qui l'entoure. Ce concept est à l'origine de notre terme actuel d'environnement, et connaître son histoire, c'est comprendre ce qui nous permet aujourd'hui de penser l'environnement. Je vous propose donc un voyage à travers l'histoire de votre pensée. Tout commence il y a 2 siècles, en France, dans le domaine des sciences naturelles. C'est à cette période que les naturalistes commencent à prendre conscience de l'importance des études de terrain. Quelques années plus tard, on voit apparaître sur toutes les côtes européennes des stations maritimes qui ont pour objectif d'étudier les animaux dans leur milieu naturel. Loin d'être une coïncidence, cette émergence soudaine est une véritable preuve matérielle de l'apparition du concept de milieu. On a donc d'un côté un concept, le milieu, et de l'autre une matérialisation de ce concept, les fameuses stations maritimes. La pensée est toujours liée à une pratique concrète, et c'est pour cette raison que je travaille dans les stations maritimes. C'est à travers l'activité des scientifiques, leurs doutes, leurs certitudes, leurs expérimentations, que je révèle l'évolution de notre pensée du milieu. Avant les stations maritimes, l'être vivant était compris de façon totalement abstraite. La zoologie consistait à extraire les animaux de leur environnement et à les étudier dans les universités, où ils étaient littéralement déconnectés de leurs conditions d'existence. C'est un peu comme si on étudiait un chameau sous l'eau. Vous me direz que ça n'a aucun sens, et vous avez raison. Mais c'est parce que vous avez déjà intégré le concept de milieu qui vous permet de comprendre qu'un être vivant dépend de son environnement. Aujourd'hui, on parle de milieu scolaire, universitaire, politique. C'est que, sans nous en rendre compte, nous pensons à travers un héritage. J'aimerais donc que vous reteniez qu'il n'existe pas de concept pur ou intemporel. Toutes vos pensées sont issues d'un long processus historique.
Et si le concept de milieu vous paraît aller de soi, c'est parce que vous n'avez retenu de lui que la dernière page de son histoire. Enfin, retenez que ce n'est pas seulement votre environnement qui a changé au cours du temps, mais c'est aussi et surtout votre façon de le penser. Le téléphone au volant multiplie par 4 le risque d'accident. D'ailleurs, tout ce qui surcharge notre cerveau est un danger pour nous et pour les autres. En cause, il s'agit de la capacité limitée de la mémoire de travail. C'est une forme de mémoire fugace qui dure seulement quelques secondes. Elle a une quantité de place limitée pour à la fois stocker et manipuler des informations. Au-delà de cette limite, nous sommes moins alertes. En particulier dans une situation urgente, critique, nous ne pourrons pas réagir à temps. Et s'il était possible de détecter lorsque l'on atteint cette limite? C'est le but de ma thèse justement, essayer de rendre cela possible. En fait, des chercheurs ont récemment démontré que le cerveau joue de la musique. De plus, les notes qu'il produit renseignent sur son état. Je m'intéresse à 3 gammes en particulier car elles sont associées à la mémoire de travail. Elles ont chacune un nom et des rôles qui leur sont propres. La plus aiguë, plus haute fréquence, c'est gamma. En un peu moins aigu, nous avons alpha-bêta, et la plus grave, plus basse fréquence, c'est θ. À titre d'exemple, θ est joué très fort dans la zone du front lorsque la mémoire est chargée. Nous avons donc raisonnablement supposé que nous pourrions utiliser ces notes pour détecter la surcharge. Alors, en proposant cette hypothèse, j'imaginais un concerto pour violon en la mineur, paisible. On est plus proche d'un concert de death metal. Les sons bruts des guitares dissonantes et les chants gutturaux correspondent aux actions entremêlées du cerveau. Mémoire de travail, mais aussi contrôle du mouvement, automatisme, concentration. Par-dessus s'ajoute le bruit de la foule. Pour le cerveau, ça correspond à un bruit aléatoire constant. C'est comme si moi, au milieu de ce concert, je ne voulais entendre que la guitare basse. Pour y arriver, je dois donc isoler, puis déchiffrer la partition qui m'intéresse. Pour transcrire cette partition, j'enregistre l'activité électrique du cerveau de mes participants volontaires, puis, grâce à l'intelligence artificielle que j'ai créée sur mon ordinateur, je peux déchiffrer les notes de la partition. On ne peut pas directement l'entendre, donc je la dessine en couleur. Revenons à notre automobiliste, si vous le voulez bien. La bonne nouvelle, c'est que même quand la mémoire est surchargée, nous pouvons choisir consciemment de la décharger, et donc choisir de redevenir alerte. La voiture du futur pourra donc être équipée d'un casque qui lie la partition du cerveau pour sécuriser nos trajets. Ce n'était pas possible jusque-là, étant donné que nous ne savions pas mesurer la charge de la mémoire de travail. Vous imaginez? La musique dans notre tête pourrait un jour sauver nos vies. Imaginez un repas entre amis en 2050. Tu devrais goûter ce vin de Göteborg, il est excellent. Ah non, moi je ne bois pas de vin suédois, ils utilisent trop de pesticides. Oui, mais tu sais bien qu'en France, on ne peut plus cultiver la vigne. Triste perspective, n'est-ce pas? Pour éviter de déplacer les vignes à cause du changement climatique, pour réduire l'usage des pesticides et pour continuer à boire du bon vin français, j'utilise la création variétale. Pour cela, je croise papa vigne avec maman vigne. Les pépins obtenus donneront plein de bébés vignes. Je les cultive pendant au moins 5 ans pour pouvoir les observer lorsqu'ils sont devenus grands. Je peux alors choisir parmi eux les plus forts, les plus résistants. Est-ce qu'on est obligé d'attendre toujours aussi longtemps? Mais non, Jamy, la plupart de ces informations sont inscrites dans l'ADN. Pour gagner du temps, il suffit de lire l'ADN lorsque les vignes sont encore toutes petites. Et justement, lorsque je regarde l'ADN des vignes, en lien avec leurs caractéristiques, je remarque que certains caractères sont simples, contrôlés par un seul gène. D'autres sont complexes. C'est une multitude de gènes qui contrôlent le caractère.
Le but de ma thèse consiste à faire en sorte qu'il soit aussi facile de sélectionner un caractère simple, comme la résistance aux maladies, qu'un caractère complexe, comme la tolérance à la sécheresse. Pour cela, je compare différentes méthodes statistiques. Prenons le sélectionneur de l'équipe nationale de rugby. Si chaque joueur correspond à un gène et que chaque équipe correspond à un bébé vigne, alors l'analyse du sélectionneur peut être remplacée par mes méthodes statistiques. Je m'explique. Avant de constituer son équipe, le sélectionneur estime l'influence ou effet de chaque joueur français sur la victoire. La somme de ces effets correspond à la performance attendue de l'équipe. C'est la même chose pour mes méthodes statistiques qui estiment l'effet de chaque gène sur le caractère. Afin de comparer mes différentes méthodes statistiques, j'utilise entre autres des simulations. Elles me permettent de tester l'impact de certains paramètres, comme le nombre de gènes, sur la qualité de prédiction et le classement entre mes méthodes. Ça me permet de choisir la meilleure méthode statistique pour prédire quel bébé vigne sera notre champion, résistant aux maladies et tolérant à la sécheresse, à partir seulement de l'ADN. Et ainsi, entre amis, en 2050, nous fêterons la victoire française avec une bonne bouteille de vin du Sud. Savez-vous que 60% des Français qui prennent l'avion sont anxieux dans ce géant du ciel lorsqu'ils réalisent être dans une capsule, volant à 8000 mètres d'altitude, se déplaçant à 1000 km/h, avec un habitacle qui vibre, des bruits mécaniques dont ils ne connaissent pas l'origine, et leur pire scénario, une pièce qui casse. Et pourtant, l'avion reste le transport le plus sûr au monde. Pourquoi ? Parce que chacune des pièces qui le constituent est spécialement conçue, fabriquée et contrôlée pour être la plus performante possible. Et moi, je les inspecte et je les scrute dans les moindres détails. Bien évidemment, un avion est constitué d'une telle multitude de pièces qu'en 3 ans de thèse, je n'en aurai Dieu que pour une seule. Le cadre de porte des Airbus A350. Pas très visuel, n'est-ce pas ? Il se situe à la limite entre la passerelle qui vous mène à l'avion et l'équipage qui vous sourit déjà. Bienvenue à bord du vol MT 180. Stop ! Vous venez de franchir la porte, mais aussi le cadre qui la supporte. Ouverture, fermeture, décollage, montée, descente, atterrissage. Il est logique de penser qu'une telle pièce se doit d'être infaillible. La clé de sa robustesse réside dans le cœur de sa matière. Il s'agit d'observer une des matières les plus régulières et homogènes possibles pour une performance sans faille. Mais comment faire ? Pour façonner ce cadre de porte, le métal utilisé a subi une déformation telle à l'aide d'un pilon et une chauffe si importante dans un four que des irrégularités ont fini par apparaître. Un peu comme si, après avoir fortement pétri une pâte à pain, vous observiez après cuisson et découpe du pain un nombre important de bulles d'air éclatées dans la nuit. Pour nous, métallurgistes, ce ne sont pas des bulles d'air, mais c'est un nombre important de gros grains dans une zone à grains fins. Vous me direz, côté boulangerie, les bulles d'air, on adore. Oui, mais nous, métallurgistes, les gros grains, on ne les tolère pas. En somme, je me retrouve avec un cadre de porte découpé en morceaux contenant des ondagrammes par-ci par-là en guise d'uniformité. Vous l'avez compris, on n'est pas encore prêt de pouvoir décoller. Mais j'ai la solution. Pour détecter ces zones hétérogènes au cœur même de la matière, j'utilise une technologie que vous connaissez tous. L'échographie. Un peu de gel, une sonde à ultrasons et un écran, et vous parvenez à visualiser vos organes de manière non invasive dans le corps humain. Eh bien, j'applique exactement le même protocole sur ces cadres de porte. Et ça fonctionne! Je suis parvenue à détecter et cartographier ces zones hétérogènes au cœur même de la matière de manière non destructive. Après ce protocole, c'est le cadre de porte le plus performant qui sera sélectionné avant son montage sur avion. Et il en est de même pour l'ensemble des pièces aéronautiques. Mesdames, messieurs, je vous souhaite un agréable vol.
Avez-vous déjà demandé à des poules si elles ont bien dormi? Elles vous répondraient probablement que non, et que c'est à cause des acariens parasites communément appelés le pou rouge des poules. Moi je les appelle le Dracula des poules, car ces acariens fuient la lumière du jour en se cachant dans les interstices de poulailler, et quand la nuit tombe, ils sortent par milliers pour se nourrir de sang des poules. Par conséquent, ces poules dorment très mal et deviennent stressées. Elles s'affaiblissent progressivement et pondent de moins en moins d'œufs. Et certaines d'entre elles finissent même par mourir. Cela entraîne des pertes économiques considérables pour les éleveurs de poules à l'échelle mondiale. Pour débarrasser les poules de leur Dracula, on opte souvent pour des produits chimiques que l'on pulvérise dans les élevages infestés. Et comme le cycle de reproduction de Dracula est très rapide, il suffit que quelques individus survivent au traitement chimique pour refaire un régiment de Dracula et rendre ce traitement souvent peu efficace. Face à ce problème, des nouvelles méthodes de lutte sont explorées, comme la lutte biologique. Cette méthode consiste à utiliser les ennemis naturels d'un ravageur pour limiter sa prolifération dans un agrosystème. Par exemple, répandre des coccinelles sur les plantes infestées de pucerons. Développer la lutte biologique contre Dracula demande d'approfondir les connaissances sur ses ennemis naturels. Attention, je ne parle pas ici d'utiliser des loups-garous, mais de chercher les invertébrés prédateurs naturellement présents dans les élevages de poules. On sait que ces prédateurs sont capables de consommer plusieurs espèces de proies parmi l'ensemble des petites bêtes qui vivent dans la litière des poules. L'objectif de ma thèse est donc d'explorer la capacité de ces prédateurs à consommer Dracula et d'identifier lequel parmi eux le préfère aux autres proies. Je suis donc allé dans une dizaine d'élevages de poules pour collecter ces prédateurs et les questionner sur leurs préférences alimentaires. Pour faire parler ces prédateurs, je leur ai proposé un assortiment de plusieurs proies, dont le Dracula. Puis, j'ai observé quelles étaient les proies préférées de ces prédateurs. Après avoir proposé des milliers de proies à des milliers de prédateurs dans mon resto-labo, j'ai pu identifier 6 espèces de prédateurs qui préfèrent se nourrir de Dracula et qui sont donc des candidats potentiels pour développer la lutte biologique. Ce qui permettrait de réduire l'utilisation des pesticides dans les élevages de poules et vous garantir des bons œufs. Aidez-leur. Si un jour vous demandez à des poules si elles ont bien dormi, elles vous répondraient que oui, et que c'est grâce aux prédateurs qui ont vaincu Dracula. Top! Matériau de construction incontournable de notre société. Je suis capable de durcir au contact de l'eau. Je suis le ciment. Au contact de l'eau, le ciment prend. Il s'hydrate. Par le biais de réactions chimiques, des phases hydratées vont se former et créer des liaisons solides afin de conférer au ciment force et résistance. Le ciment que j'étudie dans le cadre de ma thèse, je l'appelle Simon. Simon le ciment. Mon travail consiste justement à étudier ces mécanismes d'hydratation afin de conférer à Simon force et résistance. Mais en réalité, je suis même son coach de vie. Car être un matériau de construction, ce n'est pas si facile. C'est comme vivre en permanence un championnat du monde de culturisme, mais avec des petits matériaux bien musclés qui défient l'entraîner. Toujours plus dur, toujours plus fort, toujours plus robuste pour répondre à nos attentes. Force et résistance. Sauf que pour Simon, le championnat du monde, ce n'est pas gagné, depuis qu'il faut prendre en compte le critère environnemental. Et oui, Simon, il a des petits problèmes de gaz. Quel rapport avec l'environnement, me direz-vous? Eh bien, aujourd'hui, produire 1 tonne de ciment, c'est 1 tonne de CO2 libérée dans l'air. Autrement dit, son propre poids. Et c'est énorme. Mais comme pour nous, Simon aussi a son charbon actif contre les gaz. Je lui donne de la cendre volante. La cendre volante, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alors oui, ça se voit à l'extérieur. Ça réduit considérablement l'impact environnemental de Simon. Génial. En revanche, pour ce qui est de l'intérieur, Simon, quand il prend ça, après, il étouffe la gada. Force et résistance? Non, pas vraiment. Et qui voudrait d'un ciment tout mou pour construire une maison?
Personne. Du coup, Simon, ce qu'il fait, c'est qu'il prend de la triéthanolamine. Dans le milieu, on appelle ça de la TEA. Et ça, c'est de la bonne. Dès qu'il en prend, l'effet est immédiat. Ça accélère ses réactions chimiques d'hydratation. Son métabolisme se met à fonctionner à toute vitesse et il retrouve toute sa force, toute sa résistance. Mais à ce jour, on ne comprend pas vraiment les mécanismes de cette molécule sur l'organisme de Simon. Et c'est exactement le sujet de ma thèse. Dans mon laboratoire, j'étudie l'impact de la TEA sur les ciments enrichis en cendres volantes. Je teste différents dosages et je regarde les résultats sur l'organisme de Simon. Sauf qu'un matin, en me garant devant le labo, j'ai retrouvé Simon dans le caniveau. Tétanisé, les pupilles dilatées. Et oui, un trop haut dosage en TEA conduit à une inversion complète des effets. S'il en prend trop, c'est l'overdose. J'apprends donc à Simon à consommer avec modération, car comme a dit Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Et je cherche à comprendre pourquoi et quels sont véritablement les mécanismes d'action de cette molécule, afin d'en tirer le meilleur pour construire des bâtiments plus respectueux de l'environnement et faire de Simon un champion du monde du culturisme, avec toujours autant de force et résistance. Il était une fois ce moment de votre enfance où l'histoire du vilain petit canard vous fut contée. Un souvenir peut-être d'autant plus vif que, comme notre canard, vous avez déjà souffert à l'école à cause d'une particularité ou d'une différence qui faisait pourtant partie de vous. Si ma thèse porte sur l'épanouissement de tous les écoliers, je considère aussi la spécificité d'enfants particuliers. D'enfants qui, loin d'être mis au banc à cause de leur plume trop terne, sont négligés parce qu'ils ont tendance à tant briller qu'ils en deviennent insolents. Comment peut-il lire à 4 ans? Soustraire à 5. Il s'agit de l'enfant HPI, acronyme de Haut Potentiel Intellectuel, qui a le mérite de m'épargner un débat pour savoir comment il faut l'appeler. Songez. Plein de petits canards réunis pour apprendre. Et parmi eux, quelques petits rapides, d'autant plus isolés qu'ils s'ennuient et que leur ingéniosité instinctive se heurte à leur difficulté à expliquer leurs réponses selon les us et codes de l'école. Imaginez maintenant que l'on favorise l'épanouissement et la progression de 1100 canetons, typiques et HPI. Non, ce n'est pas un vœu pieux, non. C'est même en cours, parce que j'ai cherché et j'ai trouvé une piste à explorer en tant que chercheur en psychologie. Cette piste, c'est l'art à l'école, un programme créé en laboratoire pour offrir aux enfants, depuis septembre 2019 et dans 50 classes de l'agglomération Montpellier-Rennes, de réaliser chaque semaine des créations artistiques à la fois diversifiées, inspirées et abouties. L'art aide ainsi les plus créatifs à se canaliser pour aboutir, à comprendre qu'un cadre et une rigueur méthodologique sont autant de clés pour se surpasser. L'art encourage encore ici, dans un cadre rassurant, la créativité des plus scolaires, inhibée très tôt, comme pour se conformer à l'idéal, pas celui de Baudelaire, mais celui que l'école propose aujourd'hui d'épouser. Quelle satisfaction d'avoir pu mesurer l'évolution positive de nos artistes en herbe, aujourd'hui plus épanouis, plus performants et plus engagés à l'école qu'il y a seulement quelques mois. Des résultats qui forcent notre persévérance. Parce que je crois qu'un signe sommeille en chaque enfant et parce que je rêve que tous nos petits canetons puissent se dire, in fine, comme le plus célèbre d'entre eux, aurais-je pu rêver semblable félicité quand je n'étais que le vilain petit canard? Les villageois tombent des nues. Panoramix menace de faire grève. Il dit subir trop de pression de la part du village, alors que son travail, qui dépend de la nature, est incertain. Produire la même potion magique de qualité tous les jours et en quantité suffisante pour tout le village
est un véritable défi. En France et dans le monde, Panoramix a aujourd'hui des descendants par milliers, que nous nommerons vignerons. Et ils produisent un nouveau type de potion magique, le vin. Nous, consommateurs de vin actuels, sommes comme les villageois. Nous demandons aux vignerons de produire tous les ans un vin de qualité, à un prix abordable et en plus, grâce à une viticulture respectueuse de l'environnement. Effectivement, si les vignerons optimisent leurs pratiques, ils peuvent réussir à augmenter la quantité d'un bon vin et donc à en diminuer le prix, tout en limitant leur impact sur l'environnement. La rentabilité de leur travail est ainsi conciliée avec nos attentes de consommateurs. Mais l'équation est très délicate et la solution ne tombe pas du ciel. Il est très compliqué d'équilibrer la qualité, la quantité et donc le prix du vin sans connaître en avance la quantité de raisin que l'on va vendanger. Cette prévision de rendement, c'est l'ingrédient magique qu'il nous manque. C'est pourquoi les vignerons ont fait appel à une scientifique. J'étudie les interactions de la vigne avec le sol, le climat et les pratiques des vignerons. Grâce à de nouvelles approches statistiques, j'arrive à prendre en compte l'effet de l'enchaînement des aléas que connaît la vigne, comme si elle avait une mémoire et que ses souvenirs conditionnaient la quantité de raisin qu'elle peut produire. Mais attention, je ne fais que du sur-mesure. Jamais je ne proposerai à Panoramix d'utiliser la recette d'un druide du Sud, car les plantes qu'il cueille ne poussent absolument pas dans les mêmes conditions. Eh bien c'est pareil pour mes vignerons. J'analyse leurs données réelles, qui retracent leurs propres conditions de production. Mais c'est là que ça se complique, car d'un vigneron à l'autre, les données peuvent être très différentes. Alors la méthode que je développe doit s'adapter à tous les cas de figure. Avec cette méthode ajustée à leurs besoins, j'aide nos vignerons à devenir des druides 2.0, qui valorisent leurs données autrefois inexploitées, pour mieux comprendre et mieux prévoir le rendement de leurs vignes. Ils peuvent ainsi améliorer leurs recettes de potions magiques de manière authentique. Et les Gaulois ne sont pas fous. Ils ont bien compris que mon approche pourrait ensuite être déclinée à d'autres cultures, notamment arboricoles. Et si on en donne aux agriculteurs les moyens, alors jamais notre village ne restera sur sa faim. « 1970, les hippies. Ces idéalistes qui considèrent que la solution contre la guerre, c'est l'amour. Flower power, le pouvoir des fleurs. 1970, des chercheurs probablement en train de fumer du flower power s'intéressent à un type de flower power qu'on appellera plus tard la phytoremédiation. Parce que pendant que les gars fumaient la nature avec amour, la nature, elle, était en guerre. Métaux lourds, hydrocarbures et j'en passe. Face à l'uranium, par exemple, le tournesol pompe les éléments dans son organisme jusqu'à avoir décontaminé le sol. Pollution organique, par exemple insecticides, le sol pleureur envoie des enzymes pour découper les molécules complexes et toxiques et les rendre plus simples et plus inoffensives. Je suis géochimiste et je m'intéresse à ce qui se passe dans le sol quand les plantes dézinguent la pollution. Ma thèse parle donc d'amour et de cette biotechnologie de hippie qu'est la phytoremédiation, mais elle parle également de drague. La drague est un bateau qui permet de racler le fond des ports. Oui, je vais te parler de vase, et non, tu n'auras pas mon numéro. Premier constat, si on ne drague pas, la vase s'accumule. Les bateaux peuvent plus circuler. On est donc obligé de draguer. Mais cette vase, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on avait l'habitude de la relarguer en mer. Mais dans 5 ans, la loi change. Les plus contaminés devront obligatoirement être ramenés à terre et traités comme des déchets. Parce que les pollutions qui s'accumulent près des côtes sont extrêmement toxiques pour la vie marine dès qu'on s'en éloigne. Mais cette vase, elle est salée. Et parce qu'elle est salée, tout devient très compliqué. On ne peut pas étaler de la vase salée dans un champ, par exemple. Alors, on m'a demandé d'invoquer le flower power. Ce serait merveilleux si on pouvait trouver une plante qui retirerait à la fois le sel et les polluants. Alors je teste. Je cultive, je plante, je récolte. Je vais utiliser des réactions chimiques pour mesurer les taux de pollution. Je vous ai parlé d'amour et de drague, mais on est tous d'accord que j'ai pas vraiment la tête d'un hippie. Alors je vais conclure en vous parlant de la mort. 2000 ans avant Jésus-Christ,
La civilisation sumérienne s'éteint, tuée par le sel. Après des siècles d'irrigation, leurs champs se sont changés en désert. Aujourd'hui, nous perdons 3 hectares de terres agricoles par minute à cause de la salinisation et principalement par l'irrigation. L'enjeu premier de ma thèse, c'est le durcissement de la loi en 2025 sur le dragage. L'enjeu premier de la phytoremédiation du sel, c'est la course de notre civilisation contre un des très nombreux critères qui nous a déjà condamnés. Je vous remercie de votre attention. Et si demain, vous partiez vous construire une maison dans un endroit complètement paumé, comment ferez-vous alors pour avoir de l'électricité, du chauffage ou encore de la climatisation? Eh bien, venez avec moi. Je vous emmène dans la maison juste derrière moi, vous présenter mes travaux de thèse qui portent justement sur un système permettant de répondre à ces différents besoins. Commençons la visite par le toit sur lequel on trouve des panneaux solaires qui vont nous produire de l'électricité. Si je veux de l'électricité la nuit, en revanche, il va me falloir un moyen de stockage. Pour ça, rendez-vous au rez-de-chaussée, à côté de la machine numéro 1. Cette machine, c'est un électrolyseur, et il utilise 2 choses. Il utilise l'électricité des panneaux solaires et de l'eau. Pour rappel, l'eau, c'est une molécule assez simple composée d'hydrogène et d'oxygène. Et en utilisant de l'électricité, celle des panneaux solaires dans notre cas, on est capable de casser cette molécule en deux pour séparer ces 2 composés. L'oxygène, il y en a déjà dans l'air, donc on peut le rejeter, on s'en fout un peu. L'hydrogène, par contre, on le garde et on le stocke précieusement. La nuit, c'est dans la machine numéro 2 que ça se passe, la pile à combustible. Dans cette machine, on va remettre en présence l'hydrogène et l'oxygène, ça va former de l'eau et produire de l'électricité. Du coup, ça y est, on vient d'atteindre l'autonomie électrique pour notre maison. En ce qui concerne le chauffage, on va ruser un peu. D'habitude, on n'aime pas trop utiliser le système que je viens de vous présenter, parce qu'il dégage beaucoup de chaleur dans l'environnement. Mais nous, on va simplement réutiliser cette chaleur pour chauffer la maison ou produire de l'eau chaude. L'été, par contre, je ne sais pas trop ce que je vais faire de toute cette chaleur. J'aurais préféré avoir de la climatisation. Pour ça, on va utiliser le 3e et dernier système, le système thermochimique, qui permet de produire du froid à partir de chaleur sans utiliser d'électricité. Pour vous expliquer comment ça marche, on va partir de ce qu'on connaît, un frigo. Un frigo, ça consomme de l'électricité, et ce qui consomme l'électricité dans un frigo, c'est le compresseur, dont le rôle, c'est simplement de faire passer un gaz de la basse pression à la haute pression. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer des matériaux qui, lorsqu'ils sont à température ambiante, absorbent naturellement le gaz alentour basse pression, et lorsqu'on leur apporte de la chaleur, ils rejettent ce même gaz, mais à haute pression. C'est exactement ce qu'il nous faut. En remplaçant notre compresseur électrique de frigo par une cuve remplie de ce matériau, on a un système de production de froid qui fonctionne non pas à l'électricité, mais avec de la chaleur. La première partie de ma thèse porte donc sur l'étude de cette machine frigorifique. À quelle température doit-on apporter la chaleur? Quelle température de froid peut-on viser? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à congeler des aliments? Une fois que j'aurai répondu à toutes ces questions, ma thèse se portera sur l'étude globale du système, son dimensionnement, sa fabrication et son pilotage, afin de faire fonctionner tous ces systèmes en harmonie pour, je l'espère un jour, atteindre l'autonomie énergétique pour la maison de nos rêves.